Juste avant l'élection présidentielle au printemps 2012, Aurélie Filippetti nous faisait entrer dans les coulisses du QG de campagne de François Hollande, alors candidat à la magistrature suprême. Notre reportage vidéo d'une dizaine de minutes permettait en immersion de découvrir les femmes et les hommes qui entouraient l'ancien président du Conseil général de la Corrèze. Un an après, la toute jeune quadragénaire a accepté que nos caméras la suivent pendant une journée. De l'Élysée, où se tenait le Conseil des ministres, à son bureau de la rue de Valois, en passant par le Palais Bourbon, vous suivrez avec nos caméras l'agenda de l'élu mosellane qui nous accorde aussi un long entretien. Non, répond-elle à José Manuel Barroso, la France n'est pas un pays réactionnaire. On ne peut pas brader notre culture contre des pots de yaourt américains, que la Commission européenne arrête de la considérer comme une marchandise, estime-t-elle. Dans ce document d'une vingtaine de minutes à regarder sur tous les écrans, l'auteur des derniers jours de la classe ouvrière ouvre également un chapitre plus personnel, avec notamment son grand-père militant antifasciste ou son père, aujourd'hui disparu. Avant de répondre enfin à une sélection de questions de nos lecteurs et de nos internautes, nous lui soumettons ce document, le premier article que le Républicain lorrain lui consacre. Nous sommes alors, ce 15 mai 2001, en pleine bataille des municipales à Paris. Nous lui demandons si la maman de la petite Clara, à peine 2 ans à ce moment-là, ici aux côtés de Bertrand Delanoë, imagine un jour devenir ministre. Non, pas du tout. Je me souviens très bien de cet article, effectivement, parce que c'était le premier article qui avait été écrit dans le Républicain lorrain par quelqu'un qui avait connu mon père, en fait. Vous savez, il y a beaucoup de chance, il y a une part de chance qui est très importante dans un parcours professionnel comme un parcours politique. Donc, pour moi, cette campagne-là, ça avait été un révélateur pour moi-même, parce que j'avais été candidate d'une manière qui est très, très naturelle, très spontanée avec les Verts, et j'avais vraiment beaucoup aimé faire campagne. Donc c'est comme ça, avec Bertrand Delanoë au 2e tour et Lynn Cohen-Solal, avec qui j'avais été élue au conseil d'arrondissement, que j'ai pris le virus de la politique, ou en tout cas que j'ai trouvé ma voie en quelque sorte dans cette campagne. Ce que je n'avais pas prévu du tout au départ, mais le fait de faire campagne sur le terrain avec les gens, ça m'avait vraiment complètement plu, et c'est ça qui a été décisif pour la suite. Second extrait du Républicain lorrain, plus récent celui-là, du 24 novembre dernier. Vous devenez citoyenne d'honneur de Coalda Tadino en Italie en mémoire de votre grand-père militant antifasciste et de vos 2 oncles. Vous parlez dans cet article de l'importance de la famille pour transmettre son histoire. Je vous cite, « Je n'aurais pas fait de politique sans eux. Tous les jours, je me demande si ce que je fais ou décide est juste. » Qu'avez-vous appris, Madame la Ministre, depuis 13 mois de l'exercice du pouvoir ? C'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut se représenter en fait. Mais en même temps, on a des beaux succès. Là, on vient d'avoir un magnifique succès sur l'exception culturelle contre la Commission européenne, contre certains de la Commission européenne qui voulaient brader la culture en Europe. Bon, alors on s'est mobilisé, on a vraiment essayé de prendre notre bâton de pèlerin, puis finalement on a gagné. Et ça, c'est... Mais des victoires comme ça, il y en a peu, parce que c'est rare en fait. La plupart du temps, les moments... c'est toute une suite de petites décisions qui ne se voient pas. C'est un travail de fond. Il y a une grande partie de l'activité d'un ministre qui consiste à empêcher certaines bêtises de se faire, et donc ça, on ne le saura jamais. Et l'aspect de la construction, c'est sur un moyen terme, voilà, sur lequel dont on voit peu les fruits. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est qu'un gouvernement doit être solidaire, en particulier quand les choses vont mal pour un pays ou pour l'Europe, avec la crise économique qu'on traverse. Il faut être encore plus solidaire, encore plus soudé. À quoi ressemble l'agenda d'une ministre de la République? Quel est son programme de la journée? Réponse de l'intéressé. Tous les jours, tous les matins, j'ai une petite fiche comme ça jaune sur mon dossier, et avec l'emploi du temps de la journée. Donc là, ça a commencé ce matin avec une réunion au ministère de l'Agriculture avec Stéphane Le Foll pour lancer le réseau des cités de la gastronomie.
Donc on a fait une conférence de presse. Ensuite, donc, Conseil des ministres, qui a duré à peu près 1h30. Avec un ordre du jour particulier? Non, aujourd'hui, il n'y avait pas de... Enfin, le président a surtout parlé beaucoup du bilan du G8. Et notamment, il est revenu sur l'exception culturelle, sur la victoire sur l'exception culturelle. Laurent Fabius a parlé de la situation au Mali, qui montre aussi la belle détermination de François Hollande sur un sujet majeur. Ça va totalement changer, révolutionner l'image de la France en Afrique. 6 mois après, il y a eu une victoire militaire, mais il y a eu aussi une victoire politique, puisqu'il va y avoir des élections au Mali qui vont être organisées très rapidement et dans de très bonnes conditions. Vous évoquiez la crise juste avant, quand je vous demandais, il y a un peu plus d'1 an, ce qui faisait que François Hollande était en tête dans la course à la présidence de la République. Voilà ce que vous me répondiez. Sa détermination, son intelligence et je crois sa personnalité qui est rassurante, sereine et extraordinairement adaptée à la crise morale, financière, écologique que nous traversons. C'est un homme qui saura redresser le pays, le réunifier, le réconcilier. Alors, 1 an plus tard, pourquoi ces qualités que vous décrivez ne suffisent-elles plus à faire décoller les sondages de l'exécutif, selon vous? D'abord, les sondages, c'est pas ça qui doit juger d'une politique, hein. Moi, je pense que ça prendra du temps. Et que les qualités que je décrivais, sur aussi son côté très pédagogique, c'est vraiment ce dont la France a besoin aujourd'hui, parce qu'on est dans une crise économique très importante, et avec un héritage du précédent gouvernement qui est un boulet pour nous. Mais petit à petit, il est en train de reconstruire justement les fondamentaux du pays. Et ça, je pense que les gens vont s'en rendre compte. Ça prendra simplement un peu plus de temps parce qu'il n'est pas dans les rodomontades, dans les effets de manche comme l'était Sarkozy. Donc il a un rapport beaucoup plus simple au pouvoir, à la présidence de la République. On n'est pas dans quelqu'un... Nicolas Sarkozy, on avait l'impression qu'on avait affaire à un monarque, un peu de droit divin. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il a un rapport très naturel à ses fonctions. Et en même temps, il sait où il va, malgré les critiques. Et je pense que ça, c'est rassurant pour les gens. Que la phase de critique de Hollande, bashing, comme on dit, ça va finir par se calmer, parce que les gens vont en avoir marre, et ils voient surtout qu'il tient le cap. Donc, ça va finir par porter ses fruits. Aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut dans cette phase économique très difficile. Il faut savoir se tenir à un cap. Et il y a eu des grandes avancées aussi en matière sociétale, comme il l'avait promis. Petit à petit, les mesures qu'il avait annoncées pendant sa campagne entrent en application. Mais ça se fait, encore une fois, sans tambour ni trompette. Ça se fait simplement et avec une économie de moyens qui est là aussi nécessaire. Quelle liberté la femme de lettres, amoureuse des mots que vous êtes, peut-elle prendre avec les éléments de langage dont la politique raffole? D'abord, moi, je n'ai pas d'éléments de langage. Et au sein du gouvernement, on n'a pas d'éléments de langage. Il n'y a pas de réunion comme ça se faisait à l'époque Sarkozy, où les ministres étaient sommés de répéter, d'annoncer les mêmes choses, hein. On est tous autonomes dans notre expression. Et en même temps, on doit être responsable et travailler ensemble pour un collectif qui est au service des Français. Donc, alors la marge de manœuvre littéraire, enfin moi j'ai pas le temps d'écrire et j'ai pas, mais il y a des moments comme ça où on peut se laisser aller à un certain lyrisme plus que d'autres. Quand il y a des remises de décoration par exemple, c'est des moments où on peut être un peu plus poétique. Ensuite sur la liberté par rapport à une ligne qui est tracée par le président de la République. Il faut s'y tenir parce que sinon on n'a pas raison tout seul quoi, en fait, hein, dans un gouvernement. Donc il faut d'abord qu'on arrive à convaincre nos collègues et le président et le Premier ministre. Si on n'arrive pas à les convaincre eux, il y a peu de chances qu'on arrive à convaincre les Français derrière. Quelle est justement la marge de manœuvre du ministre de la Culture et de la Communication de la France, qui fait partie de l'Europe, pour mettre Amazon, par exemple, marque mondiale, à la page? Il y a beaucoup de marge. Là, on a un vrai travail à faire sur justement l'élaboration de nouvelles règles pour les acteurs du numérique, et notamment Amazon. Déjà, il faut qu'ils appliquent la législation qui existe en matière fiscale. Il faut qu'ils payent leurs impôts. Alors aujourd'hui, ils nous disent « Ah mais nous, on respecte la loi ». Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que l'ensemble du trafic, du chiffre d'affaires réalisé par Amazon sur le sol français ne correspond pas à l'impôt sur les sociétés qui payent.
Et quand on regarde ce qu'ils font au Luxembourg, ils génèrent là aussi un chiffre d'affaires et donc ils payent un impôt sur les sociétés qui est dérisoire par rapport à l'importance, la taille du commerce qu'ils génèrent. Donc il y a un vrai risque et moi je ne cesserai jamais de m'insurger contre ces pratiques-là parce qu'elles sont destructrices. Destructrices d'emplois, destructrices de culture, destructrices de liens sociaux parce que faire mourir les petites librairies dans les centres-villes c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, quand j'ai lancé cette charge contre Amazon, en disant que moi j'allais soutenir les libraires, qu'on allait faire un plan, qu'on allait donner 2 millions d'euros supplémentaires au fond du Centre national du livre pour l'aide à la librairie, j'ai eu le soutien de beaucoup de gens ailleurs de nos frontières, notamment en Angleterre ou aux États-Unis. C'est le sujet du moment, c'est même un cadeau empoisonné que vous a fait José Manuel Barroso mardi, le jour de votre 40e anniversaire, en parlant de la France comme d'un pays réactionnaire. C'est une question de Pascal, de Famec. Bonjour Madame la Ministre, quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour garder l'exception culturelle française? On a gagné, donc ça y est, on a mis en œuvre, la France a dit qu'elle mettrait son veto si la Commission européenne persistait dans sa volonté de balayer tous les mécanismes de soutien à la culture en Europe, de soutien aux œuvres d'expression françaises ou européennes, voilà. Et que la Commission arrête de considérer que la culture c'est une marchandise comme une autre. Il y a besoin d'avoir des financements spécifiques pour la culture. On ne peut pas brader notre culture comme ça contre des pots de yaourt américains. Ça, c'est pas possible. Donc nous avons gagné parce que la France est allée jusqu'au bout avec détermination. Et là encore, c'est le président de la République avant tout qui a mis son poids dans la balance. Maintenant, les déclarations de José Manuel Barroso, je pense qu'il s'est lui-même beaucoup discrédité et affaibli en traitant la France, celui qui a dit que ce n'était pas la France, c'était les artistes, en les traitant de réactionnaires. C'est inacceptable et il a fait vraiment une lourde faute. Chaque mercredi, Aurélie Filippetti déjeune rue de Valois avec ses plus proches collaborateurs, avant de rejoindre l'Assemblée nationale pour les questions d'actualité. Elle est depuis le 16 mai 2012 ministre de la Culture et de la Communication du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Quel bilan fait-elle de sa première année? D'abord, il est vaste parce qu'il y a plusieurs champs. D'abord, dans le domaine de l'éducation artistique, pour moi, c'est la priorité. Donc, j'ai lancé un programme avec Vincent Payon pour que tous les enfants de la maternelle à l'université aient des parcours d'éducation artistique et culturelle chaque année. Et ça, c'est une grande satisfaction qu'on ait pu inscrire cela dans la loi d'orientation sur l'école de la République. Et puis, il y a un travail de fond qui a été lancé, notamment avec Pierre Lescure, sur l'adaptation de nos mécanismes de financement, d'accompagnement de la culture à l'ère du numérique. C'est pour moi, aujourd'hui, il y avait deux urgences, c'était celle-ci. Et puis il y a des réformes de fond qui ont été lancées sur, par exemple, la politique des nominations à la tête des établissements, des centres dramatiques, des centres chorégraphiques. En gros, moi je dirais que j'ai une politique que je résumerai comme ça, c'est sortir le ministère de la Culture d'une vision qui est une vision d'un secteur subventionné et d'un secteur très parisianiste. Ce n'est pas subventionné parce que ce sont des activités qui créent de l'emploi et de la croissance en France. Ce sont des secteurs d'excellence française et tout le monde le sait. Donc il faut qu'on investisse, qu'on continue d'investir dans ces secteurs. Et c'est sur tous les territoires de la République. Ça veut dire que partout, on a besoin de culture. Et donc le ministère de la Culture, il doit être partout, des zones rurales aux quartiers les plus difficiles, en passant par les villes moyennes, bien entendu. Et c'est ça mon objectif, c'est d'avoir une politique qui vise à l'égalité entre les territoires en matière culturelle. Les l'UPS quittent maintenant l'hémicycle pour rejoindre dans les sous-sols du Palais Bourbon la salle 6238 et la commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui va l'entendre sur les 80 propositions de Pierre Lescure pour le numérique. Le numérique, justement, qui crève désormais tous les écrans du quotidien. De nombreuses questions nous sont parvenues sur les usages des nouveaux médias, comme celle, par exemple, de Loïc Demesse. Madame la Ministre, comment aujourd'hui peut-on réguler Internet? Question qui est venue souvent autour d'Internet. Alors, réguler Internet. D'abord, ça ne veut pas dire réguler le contenu, c'est toujours la difficulté. Ça veut dire qu'il faut que les acteurs d'Internet, les sites, par exemple les Google et autres, participent au financement des œuvres et des contenus qu'ils diffusent.
on l'a vu avec la presse, on a réussi à obtenir un accord entre Google et les éditeurs de presse pour que Google finance à hauteur de 60 millions d'euros par an la presse, puisqu'ils utilisent les articles fournis par les journalistes. Donc on avait besoin d'outils comme cela. C'est ça la régulation d'Internet. Ensuite, c'est la régulation par exemple sur l'exposition des œuvres. À la télévision ou à la radio, il y a des quotas par exemple pour des œuvres françaises, d'expression française, ou des œuvres de jeunes artistes. Il faut qu'on arrive à avoir une bonne exposition des œuvres d'expression française sur les sites internet de type iTunes, tout ce qui fait de la vente en fait, d'objets culturels en ligne. C'est l'enjeu majeur. Et on va le faire en travaillant notamment avec le CSA sur des conventionnements volontaires avec des sites qui auront comme ça un intérêt à passer des sortes de contrats avec le CSA. En échange, ils seront mieux exposés et ils bénéficieront de soutien particulier de la part de la puissance publique. Beaucoup de questions sur le petit écran. Taratata, Shabada, j'ai retenu cette question de Manon de Metz. Madame Filippetti, j'aurais voulu savoir si les restrictions budgétaires à France Télévisions vont se poursuivre. Alors, France Télévisions, d'abord, sur Taratata et la fin de certaines émissions culturelles, des mots de minuit, c'est le choix de la direction de France Télévisions. Mais moi, en tant que ministre de la Culture, ce que j'exige de France Télévisions, c'est le respect de la mission d'exposition de la culture à la télévision. Donc, je ne peux pas m'immiscer dans le choix de telle ou telle émission, mais en revanche, la place de la culture à France Télévisions, elle sera préservée. Et elle sera préservée malgré la diminution de la part de l'État dans le financement de France Télévisions. Mais cette diminution, je l'ai annoncée, c'est 2% sur 3 ans. Ce n'est pas insurmontable. C'est moins même que ce que subissent certaines entreprises du privé, de l'audiovisuel privé, qui subissent un effondrement de leurs recettes publicitaires très important. Donc on ne peut pas mettre sur le dos des restrictions budgétaires l'arrêt de Taratata ou des mots de minuit. Restons dans les médias, on va passer de la télévision à la presse écrite que vous avez évoquée juste avant. C'est une question de Quentin sur l'image. Est-ce que vous pensez qu'il est normal de poser dans Paris Match en étant ministre de la Culture ? Bon, vous savez, à partir du moment où on a voulu la transparence sur le patrimoine des ministres, moi j'ai voulu montrer que les ministres vivaient d'une manière qui était, voilà, comme tout le monde, dans des appartements normaux. Et voilà, même si on travaille dans des beaux endroits, on a une vie qui est, en tout cas du point de vue matériel, normale. Après, du point de vue des contraintes d'agenda, de temps, ça c'est autre chose. Quel regard portez-vous justement sur l'image qui est renvoyée de vous dans les médias ? Vous y prêtez attention ? Bon, forcément, on y prête attention, mais en même temps, je sais pas, j'ai pas de commentaire, j'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Il y a des choses qui sont forcément, enfin, il y a des choses qui sont bien, qui sont justes, et il y en a d'autres. Il y a certaines critiques qu'on peut accepter, il y en a d'autres, c'est tellement excessif que ça même pas. Ça entre par là et ça ressort par là. Le salon des maréchaux, au premier étage du ministère, qui offre une vue imprenable sur les colonnes de Buren. Aurélie Filippetti préside le dernier rendez-vous de sa journée, la cérémonie de remise des insignes à plusieurs artistes, Maurice Bénichou, Yvan Attal, Christine Angot et François Morel. C'est pas une journée type parce qu'il n'y a pas de journée type. Chaque journée est différente, mais ça montre un petit peu l'étendue, la variété des sujets. Et puis souvent, le soir, ça se termine en plus par un spectacle ou une exposition. Maxime n'a pas oublié cette petite phrase de François Hollande il y a quelques semaines sur l'avenir de ses ministres. Il vous pose sa question. À l'heure du remaniement, est-ce que vous avez peur de perdre votre place de ministre ? Mais maintenant, plus personne ne parle du remaniement, vous avez remarqué, donc ça va vite, hein. Il y a des rumeurs, mais moi je n'ai absolument pas peur. De toute façon, je suis députée, je suis élue, enfin je veux dire, j'ai été élue en Moselle et ma légitimité, elle vient de là, elle vient du vote des Mosellans. Donc si un jour je n'étais plus ministre, je redeviendrais députée. Et on n'est pas ministre à vie, hein, donc c'est la vie, c'est comme ça, c'est normal. Si un jour ça arrive, voilà. Est-ce que vous voyez exercer d'autres mandats que ceux que vous occupez déjà aujourd'hui ou que vous avez occupés ? Écoutez, aujourd'hui, j'ai beaucoup à faire et c'est déjà suffisant comme ça avec le ministère de la Culture. C'est très vaste.
Je vais terminer cet entretien par ces quelques mots extraits d'un discours publié dans nos colonnes le 18 septembre 1992. Je vous souhaite non pas d'être dispensé de combat, mais d'avoir la détermination raisonnée de les gagner. Je vous souhaite le bonheur qui n'est pas un état de satisfaction immobile, mais un cheminement, une constante conquête. Vous lisez ce texte de votre père lors de ses obsèques. Que vous inspirent ces paroles, Aurélie Filippetti, un peu plus de 20 ans après? C'est un très beau texte et c'est une sorte de, ça peut être une sorte de guide quoi, dans la vie. La vie est faite de ça, elle est faite d'épreuves, elle est faite de combats, elle est faite de difficultés, mais en même temps, il faut avoir la force effectivement de les surmonter. Et on les surmonte en partie seul par sa force intérieure et en partie par le soutien de ceux qui vous sont chers. Et il y a toujours ces deux aspects-là sont essentiels pour avoir une vie réussie. Et une vie réussie, ça ne veut pas dire une vie dénuée d'épreuves. Malheureusement, on en traverse tous. Il ne faut pas que ça suffise à nous abattre parce que c'est aussi la beauté de la vie de devoir affronter justement ces moments terribles, puis d'avoir ensuite des moments de satisfaction, même s'ils sont éphémères. Mais c'est ça, être un être humain.